Bonjour les amis, bonsoir où que vous soyez. Bienvenue à ce live de Jeudi Qualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier qui a un impact sur les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est la zone de libre-échange africaine et comment cela impacte la distribution, la logistique sur le continent. C'est ce que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui à travers ce live de Jeudi Qualité. Donc, on va prendre peut-être 1 heure de temps pour parcourir donc, ce que c'est que la zone libre d'échange africaine, comment ça révolutionne donc, le monde pharmaceutique. Et puis, on va aussi expliquer à quoi ça sert cette zone de libre-échange-là au niveau de l'Afrique, hein, parce qu'on en parle souvent. Et donc, on va essayer de voir les tenants et les aboutissants. Alors, on va explorer l'impact donc de cette organisation ou de ce organe-là qui est un organe de transformation. On va voir l'impact sur l'industrie pharmaceutique et puis mettre en lumière les objectifs, les défis et les opportunités qui vont façonner, n'est-ce pas, l'avenir du secteur industriel, donc en Afrique, en l'occurrence, les pharmaceutiques. OK. Donc, voilà. OK. Donc, d'emblée, vous savez, vous nous connaissez maintenant avec le live de Jeudi Qualité de Mivado Global Performance. Donc, c'est une activité organisée par cette entreprise qui est Mivado Global Performance. Mivado Global Performance détient toute la responsabilité donc, sur le contenu donc, de cette formation. Et Mivado Global Performance détient aussi le droit d'auteur sur le matériel qui est publié et qui est mis à la disposition donc, de nos parties prenantes et que nul ne peut distribuer ce matériel de façon commerciale sans avertir Mivado Global Performance, sans le consentement de Mivado Global Performance. Donc, bon entendeur, salut. Cela étant dit, nous allons présenter Mivado Global Performance, qui est Mivado Global Performance, ou en quoi consiste cette entreprise-là. Donc, Mivado Global Performance, comme son nom l'indique, est une entreprise de consulting, donc un cabinet de consultants. Donc, nous intervenons dans la réingénierie des procédés de fabrication. Nous proposons des solutions clé en main ou alors négocier avec les partenaires. Et nous avons des services divers au niveau de la qualité, la conformité, la validation, les bonnes pratiques de fabrication de façon générale, l'optimisation des procédés, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, l'excellence opérationnelle, même au niveau des audits, des inspections, la préparation aux inspections réglementaires, etc. Donc, nous intervenons à supporter nos partenaires et clients dans la création de valeur ajoutée à leur idée de transformation dans le domaine des produits de santé naturelle, des produits de santé tout court, les cosmétiques, les médicaments, les instruments médicaux, etc., etc., même les agrobiologies ou les agronutritions, etc. Donc, nous intervenons dans tous ces aspects-là, en supportant, en préparant les projets, on fait aussi de la gestion de projet à cet effet. Donc, tout cela fait partie donc des carnets des services que nous proposons donc au monde pharmaceutique et au monde des produits de santé. Nous avons préparé ici une courte vidéo qui permet de comprendre mieux Mivado Global Performance. C'est sûr que c'est une séquence de 30 minutes, donc ça va aller vite, restez attentifs. Okay. Donc, c'est parti. Donc, pourquoi nous pensons que Mivado Global Performance crée de la valeur? Et bien, la réponse est dans ce cours extrait. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels
des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Voilà, merci beaucoup pour ce court extrait. Nous profitons donc de cette occasion pour vous rappeler que nous organisons régulièrement des ateliers de formation pour tout le public, que ce soit ici en Europe, en Amérique, dans les Amériques ou alors en Afrique. Donc, le prochain atelier de formation va se dérouler en visioconférence. Donc, la date, c'est le 17 décembre 2025 sur Zoom. Donc, inscription obligatoire, donc de 13h à 17h, temps universel. Et le thème sera application des principes de BPF, donc des bonnes pratiques de fabrication, dans la construction et la rénovation d'un site de production pharmaceutique. Donc, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'on applique les BPF pour rénover ou alors pour mettre sur pied une usine de fabrication. Nous avons un deuxième atelier. Cette fois-ci, le thème est production des comprimés, crèmes en gants liquides et produits stériles. Cette visioconférence qui aura lieu sur Zoom va se dérouler le 5 janvier 2026, 5 janvier 2026, de 13h à 17h temps universel. Et là, nous allons parcourir les techniques de fabrication des produits pharmaceutiques, c'est-à-dire les procédés de fabrication des comprimés, des crèmes, des onguents, des liquides et des produits stériles. Donc, ça, pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est peut-être l'occasion de comprendre comment on formule tous ces médicaments, tous ces produits de santé, etc. Donc, ce sont des formations pratico-pratiques, hein, donc pour avoir une certification dans les domaines proposés. Donc, c'est sur Zoom, vidéoconférence, de 13h à 17h temps universel, le 5 janvier 2026. Et enfin, pour finir avec les ateliers de formation, la troisième de la série, donc les bonnes pratiques de fabrication, les affaires réglementaires et le système qualité dans l'espace UEMOA. Donc, l'espace UEMOA concerne essentiellement la plupart des pays donc, de la zone du franc CFA, donc qui ont la monnaie le franc CFA en commun. Donc, c'est une visioconférence qui va élaborer les bonnes pratiques de fabrication dans l'espace UEMOA. Et ça se passe aussi via Zoom, donc visioconférence, le 7 janvier 2026 sur Zoom, de 13h à 17h temps universel. Je suis inscription obligatoire aussi. Donc voilà, ce qui nous amène donc à notre sujet du jour, la ZLECAf. La ZLECAf, qui est la zone de libre-échange commerciale africaine. Donc, nous allons voir aujourd'hui en quoi cela consiste et c'est quoi son impact sur les pharmaceutiques. Ça, c'est ce qui nous intéresse principalement. Donc, à travers cet exposé, nous allons essayer de définir et comprendre ce que c'est quoi la ZLECAf, c'est quoi ses objectifs. Nous allons élaborer un panorama au niveau de l'industrie pharmaceutique africaine et voir qu'est-ce que cela apporte et comment cela s'adapte aussi à la ZLECAf. Ensuite, nous analyserons les impacts sur l'industrialisation, les enjeux réglementaires et enfin, nous allons voir les défis et les stratégies pour un développement durable. Pour notre premier chapitre, donc, on va essayer de comprendre la ZLECAf et ses objectifs pour l'Afrique. Ici, nous allons essayer de présenter les fondements donc, de la ZLECAf, ses membres et son périmètre géographique.
ainsi que ses objectifs spécifiques pour dynamiser le secteur industriel africain, notamment dans les pharmaceutiques. Donc, la ZLECAf, c'est une institution africaine qui vise à créer un marché unique continental à travers la suppression des barrières tarifaires, la facilitation des échanges et la promotion de l'intégration économique. Okay? Donc, la ZLECAf, c'est l'abréviation Zone de libre-échange commerciale africaine, la ZLECAf. Donc, ces principes sont essentiels pour stimuler la croissance industrielle en Afrique. En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu avant de créer la ZLECAf. Donc, c'est une initiative de l'Union africaine, pour ceux qui ne le savent pas. Okay? Donc, on veut supprimer les barrières tarifaires, on veut faciliter les échanges entre les pays africains, on veut promouvoir l'intégration de l'économie africaine. Donc, quand je dis africaine, il y a 54 pays en Afrique. Donc, tous ces pays-là se mettent ensemble pour créer cette zone de libre-échange-là. Donc, la ZLECAf est un accord commercial, tout simplement. Donc, un accord commercial qui vise à créer un marché unique pour les biens et services sur tout le continent africain. Vous voyez? L'objectif, c'est d'éliminer progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, de stimuler l'intégration économique et d'accroître les échanges intra-africains. Donc, l'accord a été signé par les 54 pays, évidemment, de l'Union africaine et est entré en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pays ayant ratifié l'accord. OK? Donc, comment cela fonctionne? OK? Comment cela fonctionne? Au niveau des commerces des biens, donc, chaque partie ou les parties, les États parties, éliminent progressivement les droits d'importation sur les marchandises originaires d'un autre État partie, selon des listes de concessions tarifaires convenues. Donc, chaque pays va dire, OK, sur telle liste de produits, moi, je ne prélève pas de taxes. C'est ça, ça veut dire. Ensuite, il y a l'accord qui va s'appliquer également à la coopération dans le domaine de l'investissement, de la propriété intellectuelle et de la politique de concurrence. Donc, ce sont des domaines qui sont là, ils ne sont pas définis très clairement. Donc, chaque pays va dire, OK, nous, on ne prend pas, il n'y a plus de tarifs, il n'y a pas de barrières tarifaires, il n'y a pas de rien du tout, des droits de douane pour tel produit. Même ça va au-delà. Donc, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, des investissements, etc., il n'y aura pas d'impôts, et c'est ça sur les investissements, etc. Ou en tout cas, des taux réduits qui seront appliqués au niveau de ces impôts-là. Donc, c'est une très bonne chose qu'on crée cette zone de libre-échange-là. Un des avantages, c'est que nos pays sont très petits, on n'a pas beaucoup de population. Qui dit population dit clients. Donc, lorsqu'on parle en termes de clients, ça prend un marché énorme. Donc, pour absorber tout ce que nous consommons, prenez le marché indien, OK? Prenez le marché chinois, prenez les Nord-Américains, prenez l'Europe. Donc, toute cette zone ont une forte densité de population, et ce qui permet de stimuler l'économie et la croissance commerciale. Parce que tout ce que tu vas fabriquer sera vendu de toute façon, parce que ça prend des clients, des hommes pour acheter. Donc, si vous faites une production de masse et que vous n'avez pas le marché adéquat, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas écouler vos produits. C'est ça, ça veut dire. Donc, la ZLECAf vient créer cette zone qui est assez vaste. Vous voyez, c'est 4 pays en Afrique pour distribuer ces produits, que ce soit les médicaments, les produits alimentaires, agroalimentaires, etc., etc. Donc, c'est énorme ce que l'Union africaine a fait en instaurant la zone de libre-échange africaine. Donc, c'est quoi le statut actuel de cet accord-là? Qui sont les pays qui ont ratifié, etc., etc. Donc, vous allez voir que la ZLECAf regroupe donc l'ensemble des pays africains. Il y en a 54, je l'avais dit. Donc, ça couvre pratiquement tout le continent. Donc, c'est une large adhésion, OK, qui offre un cadre solide pour une coopération accrue
et une intégration économique renforcée dans divers secteurs, y compris la pharmacie. Donc, c'est une aubaine pour tout le monde, pour tous les fabricants, les industriels, etc., etc. OK? Donc, on disait que l'Afrique compte 54 pays. 54 pays ont signé l'accord, mais il faut noter que seulement 47 pays ont ratifié l'accord. Parce que ce n'est pas parce que vous avez signé l'accord que vous bénéficiez automatiquement de la zone libre d'échange. Non, il faut ratifier. Ratifier, ça veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque les États signent des accords, il faut que leur gouvernement ou alors les parlementaires ratifient l'accord pour dire, OK, nous avons pris conscience et que nous allons suivre exactement ce que l'accord nous dit de faire, etc., avec les tenants et les aboutissants. Donc, il faut ratifier cet accord-là. Donc, seulement 47 pays l'ont fait. Donc, ce qui fait que la plupart des règles d'origine ont été établies, bien que des négociations finales soient en cours sur certains secteurs comme l'automobile et le textile. Vous voyez? Donc, parce que l'accord de règles d'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, le Nigeria fabrique des automobiles, il faut que soit 80 à 90% des matières premières utilisées pour fabriquer l'automobile viennent donc du Nigeria ou de l'Afrique, ce qui confère à ce produit une appellation d'origine. Ça veut dire made in. Quand on dit fabriqué en Chine, fabriqué au Togo, fabriqué au Bénin, etc., c'est made in Africa, made in Taiwan. Cela veut dire que la plupart des composantes qui entrent dans la fabrication du produit proviennent de ces pays-là. Donc, c'est pour ça que la règle d'origine est très importante pour savoir exactement d'où ça vient. On pourra faire un live là-dessus pour clarifier tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre conversation. Donc, et l'accord est entré en vigueur plutôt le 1er janvier 2021 pour les pays qui l'ont ratifié effectivement. Donc, de façon générale, l'adhésion est totale. Donc, les 54 pays l'ont adopté d'office, mais seulement 47 pays l'ont ratifié. Donc, qui profitent spécifiquement donc, de cet accord-là. Vous pouvez avoir le label de produit d'origine. Vous pouvez faire certifier vos produits via la ZLECAf et que vos produits seront reconnus comme tels et que lorsque vous allez vendre vos produits dans les 54 pays, vous avez la possibilité, la flexibilité de les distribuer partout sans tarif douanier, sans imposition de taxes ni quoi que ce soit. Donc, c'est ça l'avantage. On crée un vaste marché qui bénéficie finalement à tous les Africains. Donc, c'est uniquement pour les Africains et pour les produits africains. Donc, voilà. Si vous venez avec un produit étranger, vous ne pouvez pas faire circuler ces produits-là dans la zone de libre-échange. Il faut que le produit soit d'origine africaine. C'est pour ça qu'on parle de règles d'origine. La règle d'origine, c'est que le produit doit être fabriqué sur le continent africain et distribué sur le continent africain pour profiter donc de tous les avantages de la zone de libre-échange commercial africaine. Donc, l'accord, vous pouvez aller chercher, googler, vous pouvez lire ça, ou alors aller sur le site web donc, de l'Union africaine, vous allez trouver l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc ici, je suis allé chercher donc, sur le site web de Trade Union Africa qui font une présentation donc, de la carte d'Afrique avec tous les pays qui sont signataires, les pays qui sont les plus, je vais dire, qui se démarquent le plus. Ici, vous allez voir que les principales économies en Afrique, on les connaît maintenant. Avant, c'était le Nigeria, mais le Nigeria s'est fait détrôner par l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la première puissance économique ou alors la première économie en Afrique, on va parler de l'Afrique du Sud, suivi de l'Égypte et après du Nigeria. Donc, ces trois pays représentent la moitié du PIB du continent et sont mieux équipés pour faire la ZLECAf. Donc, juste trois pays qui occupent plus de la moitié du PIB.
Donc, produit intérieur brut, c'est-à-dire tout ce que nous générons comme bien sur le continent, il n'y a que déjà trois pays qui, eux, génèrent plus de la moitié de la richesse donc, du continent. C'est fou, hein? Et les 51 autres pays se partagent la moitié restante du PIB. Vous voyez là, le gouffre, le fossé entre les pays, les principales économies de l'Afrique et le reste donc des pays en voie de développement, si j'ose dire. Donc le fossé est énorme. Donc seuls trois pays occupent génèrent la moitié du PIB du continent. Donc c'est l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Okay? Ensuite viendront les pays de Maghreb, le Kenya et puis les autres. La Côte d'Ivoire, tout ça, là, c'est dans les dixième rang, donc des pays qui sont à même de produire donc, de la valeur sur le continent. Vous voyez? Donc, c'est important de savoir ça, de comprendre cette dynamique-là et de savoir par où commencer, où aller développer ou alors faire fructifier ces activités aussi. C'est vrai, je ne néglige pas les autres pays, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte en tant qu'industriel si vous voulez faire affaire en Afrique. Et parmi ces pays, on distingue les pays les moins avancés. Donc, c'est tout, la liste est là, Burkina Faso, Burundi, etc. On va parler dans les détails. Mais savoir qu'il y a trois catégories de pays ici. Donc, les pays, les principales économies, les pays les moins avancés et les pays du G6. OK? Donc, c'est une catégorie de pays. Il y a Éthiopie, Madagascar, Malawi, Soudan, Zambie et Zimbabwe. Ces pays-là sont confrontés à des défis uniques et ont négocié une période de mise en œuvre plus longue. Donc, c'est tout à fait à leur honneur. Donc, c'est comme ça que le statut de la ZLECAf peut se résumer de façon rapide. Et ça, vous pouvez trouver ça sur le site web donc, de Trade Union afcfta.org. Donc, comment mon pays est-il classé dans la ZLECAf? Donc, chacun peut aller retrouver son pays et voir où c'est classé son pays, donc dans la ZLECAf. Donc, c'est très important de comprendre cette dynamique-là et de savoir que les choses bougent et que le marché commun ou le marché ou la zone libre d'échange est en route et opérationnelle. Vous voyez? Si on parle donc des statuts de tous les pays, il faut savoir que c'est un effort de tous les jours. Donc, la ZLECAf cible notamment l'industrialisation par la promotion de la production locale. C'est ça, ça veut dire en d'autres termes. Et c'est quoi ces objectifs spécifiques liés au secteur industriel? OK? Ça, il faut aller décortiquer ça pour savoir que la ZLECAf va faciliter des échanges intra-africain et la création d'un environnement favorable aux investissements dans les industries stratégiques comme la pharmaceutique. C'est ce qui nous intéresse, nous, l'industrie pharmaceutique. Donc, au niveau de ces objectifs spécifiques, vous allez voir qu'il y a la promotion de la production locale, c'est vrai. Il y a la facilitation des échanges intra-africains, c'est vrai. On veut assurer des investissements dans les industries stratégiques, c'est vrai, mais plus spécifique. Plus spécifique, on veut créer un marché unique. OK? On veut créer un marché unique. Cela veut dire qu'il s'agit de créer un marché de plus de 1,4 milliard de personnes et un PIB combiné de plus de 3,4 trillions de dollars américains. Je répète, la ZLECAf est très ambitieuse. La ZLECAf est très ambitieuse, je veux dire. Donc, la ZLECAf veut créer un marché unique de 1,4 milliard de personnes et un PIB combiné de plus de 3,4 milliards, 1000 milliards donc, de dollars américains. Donc, 3,4 000 milliards de dollars américains. C'est énorme. C'est beaucoup. Donc, tout ça en faisant quoi?
en éliminant les barrières. Donc, l'accord vise à éliminer progressivement 90% des droits de douane et à libérer le commerce des services. Donc, cela dit que vous avez une entreprise, que ce soit de services ou de manufacture à Nouakchott. Donc, vous pouvez desservir toute la zone avec vos produits sans tarif douanier et sans autres formes de taxes. De ça, ça veut dire. C'est très avantageux ici ce qu'on vient faire avec la ZLECAf. Donc, on veut favoriser l'industrialisation. Effectivement, la ZLECAf a pour but de stimuler l'industrialisation, de créer les chaînes de valeur communes et de favoriser l'investissement étranger, donc faciliter les échanges. Okay. Cette initiative vise à combler la faiblesse actuelle des échanges entre les pays africains. On le dit souvent, chaque pays individuellement va faire affaire avec les autres pays à l'extérieur, mais le commerce intra-africain, c'est quelque chose qu'on doit, je dirais, stimuler, qu'on doit promouvoir. Donc, il faut qu'on arrive à échanger entre nous, les pays africains, pour stimuler la croissance économique. Donc, cette croissance qui devrait permettre d'accroître les revenus et de sortir donc des millions de personnes, de l'extrême pauvreté. Donc, il faut créer cette dynamique économique-là sur le continent afin de minimiser donc l'impact de la pauvreté sur nos populations. C'est ça, ça veut dire. Et sur le plan pharmaceutique, je crois que ce serait un très bon pas déjà, et de voir à long terme de ne pas avoir des micro-industries ou des micro-productions, mais produits à grande échelle pour pouvoir étendre son commerce, sa distribution sur l'ensemble de l'Afrique, donc dans les 54 pays qui ont ratifié, mais qui ont signé l'accord de libre-échange commercial africain. Donc, c'est essentiel. Ce qui nous amène à parler donc du panorama de l'industrie pharmaceutique africaine avant la ZLECAf. C'est vrai que la ZLECAf, c'est une institution qui a été créée, mais avant ça, il y avait des industries pharmaceutiques en Afrique. Donc, avant la ZLECAf, le secteur pharmaceutique africain était fragmenté avec une forte dépendance aux importations. Vous savez, on le connaît, on a déjà vu ça de long à large dans nos lives précédents. Je mettrai le lien dans les commentaires après. Donc, au niveau donc, de la fragmentation, de la dépendance aux importations, vous êtes sans savoir que plus de 90% des produits, que ce soit les matières premières ou alors les produits finis, sont importés. Donc, de l'extérieur. Je parle des médicaments. Donc, cette partie. Cette importation nuit beaucoup au développement industriel du continent. Pourquoi? Parce que on prend l'habitude d'importer. Au lieu de créer la valeur chez nous, on crée la valeur ailleurs. Et au lieu de rendre nos économies plus performantes, on rend l'économie des autres plus performante. Donc, c'est un désavantage qu'on doit corriger. Donc, produire à l'intérieur, c'est toujours la bonne solution. Okay? Donc, cette partie va essayer d'analyser donc les capacités locales, les défis et les infrastructures qui existent sur le continent. Encore une fois, je vais parler dans le détail puisque nous avons déjà un live qui parle des défis au niveau des infrastructures, etc. Donc, nous avons déjà discuté ici même dans nos lives de Jeudi Qualité. Donc, lorsqu'on fait l'analyse de la production locale et des importations, évidemment, il y a un déséquilibre. Hein. On importe plus qu'on en produit, nous, en Afrique. Donc, ce déséquilibre doit être corrigé, c'est ce que je disais tantôt. Donc, à travers ça, on va voir que la production locale est limitée. Nous avons une forte dépendance aux importations donc, de l'extérieur et nous avons pouvant noter une vulnérabilité aux fluctuations, que ce soit de la commande, des prix, du volume, etc. Toutes sortes de fluctuations. Ouais, on a vu ça lors de la pandémie de Covid. Hein? Donc, on a vu toutes les difficultés que l'Afrique a à se procurer des vaccins. Donc, c'est ça. Vous ne fabriquez pas. Donc, vous êtes dépendant des autres. Et on attend même l'OMS plutôt, à venir nous donner les vaccins. C'est pas normal. Donc, on doit être capable de produire tous ces éléments-là sur place.
grâce à des partenariats ou à des ententes, nommez-les, etc., etc. Donc, c'est important que la production locale reste, soit un objectif pour nous, pour qu'on puisse développer cette partie de la chose. OK? Donc, il ne faut pas toujours attendre l'aide de l'extérieur ou alors faire de l'importation. Il faut arriver quand même à corriger le tir. L'autre élément qui nous mine ou bien qui rend la production locale difficile, c'est la fragmentation du marché et les coûts. Donc, de tout ce qui entoure ce marché-là, les tarifs, etc., et la réglementation. C'est vrai, si les 54 pays ont chacun une réglementation en matière de commerce, cela veut dire que à chaque fois que vous voulez faire une activité dans un pays, vous devez vous commettre à cette réglementation-là. Ça, c'est ce qui rend compliqué la chose. C'est pour ça que la zone de libre-échange a été créée, donc pour réduire toutes les tracasseries qui existent entre les 54 pays. Okay? Donc, c'est une des conséquences de la création de cette zone de libre-échange. Donc, étant donné que nos marchés sont fragmentés, vous avez le Cap-Vert avec son petit territoire, avec sa réglementation, vous avez le Sénégal avec sa réglementation, vous avez l'Afrique du Sud avec sa réglementation. Donc, cela entraîne des coûts supplémentaires qui limitent la capacité des entreprises à investir et à produire des médicaments abordables sur le continent. Donc, le fait d'harmoniser tout ça permet de maximiser donc la production sur le continent. Et en plus, il y a des groupes ou des regroupements régionaux comme le regroupement de Maghreb, les pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, etc. Donc, qui vont régulariser leur espace pour pouvoir favoriser le commerce intra-africain. Vous voyez? Donc, c'est très important de savoir ça, que le marché avant la ZLECAf était fragmenté, que les coûts élevés et les différences au niveau de la réglementation freinent de façon notoire le développement industriel. Donc, ces obstacles limitent la compétitivité et l'accès aux médicaments abordables sur le continent. Ça, c'est ce que nous avons remarqué. Maintenant, quels sont les États? Quelle est la situation lorsqu'on parle donc des défis au niveau des infrastructures, etc., etc. Donc, nous allons présenter quelques tableaux rapides qui détaillent donc les disparités qui présentent les disparités en matière donc d'infrastructures, de capacité de production et de ressources humaines dans différentes régions illustrant les zones nécessitant des investissements stratégiques. C'est un tableau, enfin, des tableaux comparatifs que je vais vous montrer tantôt. Donc, ces tableaux vont montrer exactement qu'il y a des différences majeures entre les infrastructures et que au niveau donc des ressources humaines, nous avons besoin donc de valoriser, de capitaliser sur les ressources humaines et de voir les disparités entre les régions. C'est important de souligner et de comprendre cet aspect car cela va jouer sur notre capacité à développer nos industries pharmaceutiques. Donc, si on veut aller savoir quel est l'impact de la ZLECAf sur l'industrialisation pharmaceutique, quelles sont les opportunités, quels sont les catalyseurs, il est important de savoir c'est quoi le problème à la base, quels sont les défis, que ce soit en termes d'infrastructure ou production, ou alors au niveau des ressources humaines. La dernière fois, on a vu dans l'aide de jeudi qualité tout ce qui concerne le développement et la formation donc, du personnel au niveau donc, de la production pharmaceutique. Ce ne sont pas les mêmes formations que nous recevons donc, sur les bancs de l'université, mais ici, au niveau de la production pharmaceutique,
c'est toute une autre histoire. Donc, la formation doit être dédiée, appropriée, et que nul ne peut faire de la production pharmaceutique si la personne ne connaît pas les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est important. Ce qui nous amène à parler donc de l'impact de la ZLECAf sur l'industrialisation pharmaceutique, opportunités et catalyseurs. C'est notre chapitre 3. Okay. Ici, nous allons explorer comment la ZLECAf favorise le commerce intra-africain, stimule l'investissement et présente des exemples concrets de croissance et de succès dans l'industrie pharmaceutique. Dans un premier temps, comment la ZLECAf facilite le commerce intra-africain et réduit les barrières africaines. Il y a 3 éléments essentiels sur lesquels nous allons intervenir. La première, c'est la suppression des droits de douane. La ZLECAf permet de supprimer les droits de douane. La deuxième, c'est la simplification des procédures douanières. Donc, on vient réglementer de façon harmonieuse les procédures douanières. Donc, pour que le produit puisse circuler dans les 54 pays, il faut réduire les tracasseries douanières. Okay? Donc, ça, c'est un avantage palpable. En troisième position, la compétitivité des entreprises locales. Cela va nous pousser à produire de la qualité au niveau de nos manufactures, au niveau de notre production pharmaceutique, par exemple. Donc, ces mesures vont augmenter la compétitivité des entreprises locales en rendant les produits pharmaceutiques plus accessibles et moins coûteux. Donc, quand on parle de la compétitivité, ce sont les éléments qui entrent en jeu, l'accessibilité, la qualité et le coût donc, du produit. Donc, ce sont les éléments de comparaison qui vont influencer donc, le paramètre que nous décrivons ici, qui est la compétitivité des entreprises. Vous voyez? Donc, c'est important donc, de noter ces effets-là de la ZLECAf sur le marché global donc, des médicaments en Afrique. De l'autre côté, on va voir que la ZLECAf va encourager donc, la promotion des partenariats industriels. Donc, ce qui est intéressant, on va stimuler des investissements et on va faire appel à des partenaires régionaux. Au lieu d'aller vers l'extérieur de l'Afrique, on peut solliciter les partenaires dans notre région, donc en Afrique, pour soutenir tel ou tel secteur d'activité, en l'occurrence la pharmacie et les pharmaceutiques. Il y a aussi l'attraction, donc la ZLECAf permet aussi d'attirer des investissements directs d'étrangers aussi. Donc, on va le prendre et aussi permettre d'accroître ou de rendre plus robuste notre chaîne de valeur. Puisque l'autre fois, on a parlé des chaînes de valeur en pharmaceutique. Donc, ce qui vient expliquer pourquoi on doit dynamiser notre chaîne de valeur, c'est-à-dire créer de la valeur à chacune des étapes donc, du processus de fabrication des produits pharmaceutiques. C'est essentiel car la ZLECAf favorise les partenariats industriels et l'investissement direct étranger. Donc, voilà quelques éléments qui stimulent donc l'investissement sur le continent. Grâce à la ZLECAf, on peut donc avoir accès facilement aux investissements et développer notre industrie pharmaceutique. Ici, nous allons parler de quelques cas concrets. Donc, pour voir c'est quoi la croissance prévue et des exemples de réussite. Donc, des graphiques ici illustrent la croissance attendue du secteur et des études de cas démontrent comment certains pays tirent parti donc de la ZLECAf pour renforcer leur industrie pharmaceutique locale. Bon, des études ont montré que il y a certains pays qui ont ratifié l'accord et qui bénéficient donc de cet accord. Vous souvenez-vous des principales économies africaines? Donc, il y a quoi? L'Afrique du Sud, l'Égypte et puis le Nigeria. Ces pays bénéficient déjà donc de tous les bienfaits donc, de la zone de libre d'échange africaine. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en route. D'ailleurs, on a vu qu'il y a 47 pays qui ont déjà ratifié. Vous voyez que
Ici, au niveau de la croissance économique, donc on a plus de 53 pays pour le commerce intra-africain. C'est très encourageant. Donc, on connaît des augmentations de plus 15% au niveau de réduction des barrières et puis 34% qui est prévu d'ici 2045. C'est important de le souligner. OK? Donc, on a aussi quoi? La facilitation des échanges. On est à plus de 292 millions de dollars ici qui sont engrangés. Et plus loin, on parle donc des secteurs clés comme l'agro-solution au Rwanda, l'agroalimentaire, tout ce qui concerne les manufacturiers, les textiles, les pharma et puis les services. Donc, grosso modo, on voit qu'il y a des améliorations qui sont notées, et même où on a eu une croissance du PIB par habitant, donc qui concerne ici plus de 10% donc, qui sont observés au niveau régional. Donc, le moment où il y a une croissance de 1,25% du PIB qui a été noté. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont les bienfaits donc, de cette zone libre d'échange commercial africain. L'impact est positif et ça se voit. On a aussi des exemples de réussite, donc quelques exemples de réussite ici au niveau des entreprises, donc les femmes en entreprise au Zambie, les femmes entrepreneurs, les entreprises ghanéennes pour les produits alimentaires. Donc, ce sont des choses qui évoluent au niveau des finances. Donc, on a un financement de projets, il y a les plateformes industrielles qui s'ouvrent un peu partout, les banques en bénéficient, etc., etc. Donc, l'avenir est prometteur. Ce sont les succès de la ZLECAf que nous décrivons ici. Donc, tout cela permet d'accroître notre compétitivité, d'augmenter et de rendre la chaîne de valeur plus efficace, en fait. Ce qui nous amène à parler donc des enjeux réglementaires, propriété intellectuelle et harmonisation des normes. Vous savez que l'harmonisation réglementaire est essentielle pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques. Donc, nous allons voir ici la gestion de la propriété intellectuelle dans ce contexte-là. Quand on parle de la propriété intellectuelle, souvent, c'est une des notions qui ne sont pas très développées en Afrique. C'est vrai que la notion de brevet, de propriété intellectuelle, etc., reste à développer. Est-ce qu'on a des organisations ou des bureaux de brevets? Est-ce que quelqu'un peut breveter son invention en Afrique? Il n'y a même pas de bureau, il n'y a pas d'organisation, etc. Donc, c'est quelque chose pour lequel on doit sérieusement se pencher. Donc, quand on crée quelque chose, un service, un procédé, un produit, si c'est original, on doit être capable de breveter notre invention parce que c'est une invention qui est caractéristique. OK? Donc, la mise en place des normes communes est essentielle. Donc, ici, nous allons parler donc de l'harmonisation, OK, des standards. Je retourne en arrière parce que j'ai perdu ma page. Donc voilà, ici, nous allons parler donc de l'harmonisation des politiques, des standards pharmaceutiques. La mise en place donc des normes communes facilite l'approbation des médicaments et le commerce transfrontalier, tout en renforçant la confiance des consommateurs et des investisseurs. Donc, lorsqu'on va harmoniser les politiques et les standards pharmaceutiques sur le continent, qu'est-ce que cela va impliquer pour nous concrètement? Donc, on va avoir des normes communes, évidemment, comme l'OMS, qui permet de dicter les règles au niveau de l'industrie, au niveau de la santé tout simplement, et aussi au niveau des industries pharmaceutiques. Cela permet d'avoir une seule référence, okay, au niveau des normes. Donc, l'adoption de normes communes accélère l'approbation des médicaments et assure leur qualité et sécurité. Ce n'est pas la peine que chaque pays ait
comment dirais-je, sa structure pour approuver, etc. Au niveau de la zone UMOA, ou alors je vais dire ouest africaine, la CEDEAO et consorts, on a l'organisation qui s'appelle OAS, ouais, c'est ça, Organisation Ouest africaine de la santé. Donc, cette organisation peut chapeauter toute la mise en conformité des médicaments, l'approbation des médicaments et l'autorisation de mise en marché des médicaments pour les pays membres de cette zone-là ou de la CEDEAO. Et chaque pays va reconnaître, chaque pays qui est membre de cette organisation va reconnaître que le produit est homologué dans leur zone. On n'a pas besoin d'aller homologuer le produit dans les tout petits pays, là, une dizaine de pays pour dire qu'on est homologué. C'est ça, ça veut dire. Donc, rendre plus adapté, plus abordable le fait de commercialiser le produit avec une norme ou des standards uniques permet d'avoir un plus grand retour sur investissement au niveau des industriels. Okay? Donc, il faut absolument que les normes ou la réglementation soient communes. Okay? Cela va faciliter le commerce transfrontalier, évidemment, s'il n'y a pas de tarifs douaniers, si au niveau des bonnes pratiques de fabrication, normalement, qui devraient être uniques pour tout le monde, avec accord ou sans accord de reconnaissance mutuelle, peu importe. Mais il faut que au niveau du continent africain, on ait une bonne pratique de fabrication et une bonne de la réglementation qui satisfont tout le monde. Donc, il faut qu'on harmonise les standards, il faut qu'on simplifie les façons de faire, okay, pour permettre le mouvement ou le flux de la marchandise ou des capitaux au niveau donc de cette zone de libre-échange-là. Ensuite, cela va permettre de renforcer la confiance de nos consommateurs, c'est sûr. Donc, les normes communes augmentent la confiance des consommateurs et des investisseurs. Donc, on n'a plus à se soucier de faire les papiers dans telle région avant de dire, OK, on est correct avec le produit. Donc, ce sont les éléments sur lesquels la plupart des institutions, en l'occurrence l'UA, l'Union africaine, ou la CEDEAO, ou les autres organisations sous-régionales travaillent aujourd'hui. Donc, c'est à souligner. L'autre élément, c'est la protection de l'innovation et accès équitable aux brevets. Donc, c'est sûr que on n'a pas la culture de brevet en Afrique, en tout cas, du moins, pas pour le moment. Je sais qu'il y a des bureaux de brevets dans certains pays, mais pas aussi développés. Mais n'empêche, il s'agit donc de trouver un équilibre entre la protection des droits des inventeurs et l'accès abordable aux médicaments, tout simplement. Donc, un défi central pour garantir une industrialisation inclusive et durable. Donc, ici, on ne peut pas, parce que dans la plupart du temps, dans les pays développés, par exemple, en Amérique du Nord, en Europe, etc., les gens vont breveter leur invention parce que lorsqu'ils créent un médicament, une nouvelle formule, etc., ils veulent s'assurer que tous les bénéfices de cette invention leur reviennent. C'est normal, c'est humain. Mais au niveau africain, qu'est-ce que nous, on a pour faire ça? Donc, ça prend aussi ce genre de choses pour que les autres ne nous copient pas et tirent le bénéfice du travail que nous avons effectué. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le brevet, la propriété intellectuelle, etc., est de mise. Donc, il faudra développer cet aspect-là en Afrique aussi. C'est très important. Donc, ici, rapidement, on va présenter un tableau de synthèse, enfin, un tableau ou des tableaux qui synthétisent les progrès réalisés par les pays dans l'adoption des normes harmonisées. Donc, des normes qui mettent en lumière les succès et les zones nécessitant donc un accompagnement renforcé. Donc, le système de progrès. Les tableaux vont résumer donc les avancées des pays dans l'adoption des normes réglementaires harmonisées au niveau international. Ensuite, on va voir l'identification de ces succès. On va voir les zones d'accompagnement renforcées, donc tout ce qui nécessite un soutien
accrues, bon, etc., seront identifiées. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un tableau un peu plus complexe. Ici, au niveau de la première phase, donc de la mise en œuvre donc, des actions ou des activités donc, de la ZELCAF, on va voir que la première phase, c'est la commercialisation des biens et services. Comment cela se traduit-il sur le continent? Bon, c'est vrai que c'est un accord, mais quand on signe un accord, il faut le traduire, il faut l'exécuter. Donc, vous allez voir que donc, le protocole d'accord a été signé en 2019, donc avec toutes les négociations que cela a pris ensuite. Il y a eu le protocole sur les services, le commerce des services. OK. Et en dernier lieu, on a parlé donc des protocoles, les règlements des différends. Comment on va régler les petits problèmes, les petites disputes entre pays. Donc, tout ça fait partie donc de cet accord-là que les gens ont signé. OK? Donc, c'est important de le souligner parce que il faut savoir d'où on vient et faire prévoir où est-ce qu'on veut aller après. Donc, c'est la façon dont ils se sont pris pour mettre en place cette zone de libre-échange. Ensuite, il y a les investissements, la propriété intellectuelle et la concurrence. Donc, tout ça a été adopté au sommet de l'UA 2023. Donc, il y a un protocole sur l'investissement. Donc, cela prévoit des réformes des réformes du cadre réglementaire de l'investissement en Afrique. Tout ça se trouve, hein, vous allez googler ça, vous allez voir au niveau de l'Union africaine plutôt, vous allez voir des documents qui existent là-dessus, ceux qui ont besoin de faire des thèses de doctorat là-dessus. La voie est libre aussi. Donc, voilà. Ensuite, il y a le protocole donc, sur la propriété intellectuelle. Donc, on veut harmoniser la législation sur la propriété intellectuelle et encourager l'innovation et la créativité sur le continent. C'est important, on vient de le dire. Ensuite, il y a le protocole sur la politique de la concurrence. Donc, ici, on veut empêcher les pratiques concurrence. On veut plutôt empêcher les pratiques commerciales restrictives et garantir une concurrence loyale sur le marché continental. Donc, c'est quelque chose très essentiel qui fait partie donc de cet accord de zone de libre-échange. OK? Donc, c'est important à souligner. La troisième phase, c'est autres domaines clés. D'autres domaines clés, c'est tout ce qui concerne donc le commerce électronique, les femmes et les jeunes dans le commerce et aussi la libre circulation des personnes. Okay? Donc, au niveau des commerces électroniques, on veut s'assurer d'établir un cadre réglementaire pour le commerce numérique en Afrique, incluant la protection des consommateurs et la libre circulation des données. Okay? Je dis on veut, c'est parfait. Donc, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Ensuite, pour les femmes et les jeunes dans le commerce, on veut assurer l'inclusion et la participation effective des femmes et des jeunes dans les opportunités créées par la zone libre d'échange commercial africaine. Okay? Donc, c'est important. Et après, bon, bien que lié aux objectifs de la ZLECAf, il est souvent négocié séparément comme un instrument de l'unité africaine, donc tout ce qui concerne l'accord de libre-échange des personnes et des biens. Ce qui nous amène donc au chapitre 5, l'avant-dernier, qui parle donc des défis persistants et stratégies pour une industrialisation durable. Ici, nous allons analyser les obstacles encore présents et les stratégies proposées pour assurer une croissance industrielle pharmaceutique pérenne et résiliente en Afrique. C'est très important de souligner que au niveau de la gestion des chaînes d'approvisionnement et logistique, il est crucial de garantir la disponibilité des matières premières et la distribution efficace des produits finis sur le territoire africain, sur le continent africain. Pourquoi c'est essentiel? C'est parce que on ne peut pas faire de libre-échange s'il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement. C'est ça. Vous ne pouvez pas parler de zone libre d'échange commercial s'il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement et de la logistique.
parce que les deux vont ensemble. Donc, il faut optimiser cette chaîne-là et permettre une distribution efficace des produits. Vous voyez, en Amérique du Nord ou en Europe, lorsqu'on fait une commande, que ce soit en ligne ou nommez-les dans les magasins, le produit arrive toujours à destination, donc au client, même dans sa maison. Et ça, on doit être capable de le faire en Afrique. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur, ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement et toute la logistique qui suit. La logistique, c'est tout ce qui entoure les camions, les routes, les infrastructures, etc., etc. Tout ça fait partie de la chaîne d'approvisionnement, même les humains qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, il faut qu'on optimise ces éléments-là pour concrétiser notre zone libre d'échange commercial. Ensuite, on doit être capable de développer des compétences et des transferts techniques, de faire des transferts technologiques. Donc, toujours la formation qui revient, le renforcement des capacités locales. Donc, et l'acquisition de technologies modernes sont des leviers indispensables pour améliorer la qualité et la productivité du secteur pharmaceutique. Bon, ici, je dis secteur pharmaceutique, mais ça peut être tout autre secteur, hein. Donc, tous les secteurs concernés ont besoin de ce développement des compétences et du transfert de technologies. On a vu dans d'autres lives que au Rwanda, je cite toujours cet exemple-là, que les zones reculées, l'État rwandais permet d'acheminer des médicaments avec des drones. Au lieu qu'on utilise les drones pour faire la guerre, au Rwanda, les drones sont utilisés pour distribuer des médicaments dans les zones les plus reculées. Vous voyez? Donc, c'est un choix stratégique qu'on fait à chaque fois. Donc, c'est essentiel de le noter. L'autre élément, c'est que on veut connaître aussi c'est quoi le scénario d'évolution au niveau donc, de la ZLECAf. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé cette planche-là pour faire une projection des risques et des leviers d'action au niveau de la ZLECAf. Okay? Donc, vous allez voir que ces trois éléments, il y a les scénarios d'évolution. Donc, le graphique ici présente des scénarios optimistes, donc qui permettent une intégration accélérée, et les scénarios pessimistes qui présentent une fragmentation persistante donc, de cette zone-là. Donc, les graphiques illustrent plusieurs scénarios possibles d'évolution pour anticiper le futur défi industriel. On va identifier des risques, ok? Ces risques potentiels liés à l'industrialisation afin de mieux s'y préparer. Donc, lorsqu'on fait ça, on veut savoir où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qui nous attend, c'est quoi le risque lié donc, à nos démarches, et c'est quoi les leviers d'action stratégique dont nous disposons aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Il est essentiel que, oui, nous avons une zone libre d'échange commercial, oui, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? C'est quoi les risques? Est-ce qu'il y a un risque? Si risque il y a. Donc, c'est quoi les avantages? C'est quoi le futur de ça? Où est-ce que ça va nous amener? Donc, tous ces éléments-là sont décortiqués, évalués et négociés. Donc, au niveau des infrastructures et connectivité, donc, il faut qu'on accélère ça. OK? Donc, les réseaux de transport, d'énergie, etc. Donc, on sait que l'infrastructure, c'est le gros problème là sur le territoire africain. Donc, c'est quelque chose qu'on doit accélérer. OK? Donc, au niveau des investissements, etc., il faut accroître ça. L'innovation, les compétences, on doit pouvoir former les jeunes, etc. La gouvernance et la stabilité. Donc, la plupart des pays aujourd'hui en Afrique sont pas très sûrs, je dirais, donc sont instables en d'autres termes, avec des coups d'État par-ci, des coups d'État par-là. Donc, cela n'arrange pas le secteur économique. Okay? Cela va créer une morosité au niveau du marché, au niveau de l'économie, au niveau de la production commerciale. Donc, ce sont des choses que nous devons regarder de très près. Une économie se développe toujours quand l'environnement économique est plus calme, plus serein, etc. etc. Donc, c'est
un élément essentiel, c'est un facteur essentiel qui détermine donc la croissance de ce secteur-là. Au niveau des scénarios pessimistes, c'est vrai que les infrastructures ne suivent pas. On a un problème d'énergie sur le continent, alors que les industries ont besoin d'énergie pour croître. On a des problèmes de fuite de cerveau. Donc, les jeunes formés sur le continent, la plupart veulent immigrer, donc ils veulent quitter le pays parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de financement. Donc, tout cela freine le développement économique aussi du continent. Donc, c'est essentiel. Quand bien même nous avons une zone de libre-échange en place, il faut que les autres facteurs soient réunis, à savoir la formation, l'innovation, le développement donc des compétences, l'investissement sur place, normal, et puis toute la gouvernance, la stabilité au niveau de la gouvernance de nos États. Donc, ce sont des facteurs essentiels qui vont permettre de développer notre secteur pharmaceutique, entre autres, et de veiller à ce que les produits qui sont issus de cette production puissent être commercialisés à travers cette zone de libre-échange-là. Vous voyez, donc tout est lié finalement. Hein? C'est pour ça que on dit gouverner, c'est prévoir. Effectivement, il faut avoir il faut avoir un tableau de bord sur lequel on définit les priorités et puis les actions à entreprendre. Donc, c'est essentiel de veiller à ce que le chemin soit tracé et bien tracé. Alors, quel chemin pour la zone de libre-échange commercial africaine? C'est à vous de continuer la discussion et la réflexion là-dessus afin de déterminer qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit rejeter. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Avant d'aller au niveau de la conclusion, il est très important de mettre ça en perspective, que la zone de libre-échange économique, enfin, la zone de libre-échange commercial africaine, c'est juste un outil parmi tant d'autres qui nous permet de distribuer nos produits dans les 54 pays ou dans les 54 États africains avec une réduction au niveau des tracasseries douanières, donc réduire la tracasserie douanière, permettre à une meilleure compétitivité de nos produits sur le marché de cette zone de libre-échange et atteindre plus de consommateurs, tout simplement. Donc, tout cela vient conclure que c'est important pour nous d'être familiarisé avec toute la notion donc, qui a trait donc, à la zone libre d'échange commercial sur le continent, parce que cela génère une opportunité essentielle. Donc, cela offre une chance unique de transformer l'industrialisation pharmaceutique en Afrique, puisque nous sommes dans le secteur des pharmaceutiques, que la ZDCAF représente une opportunité. Okay? Et en capitalisant sur l'intégration régionale et l'harmonisation réglementaire, nous pouvons aussi inclure là-dedans le développement des capacités. Le continent peut renforcer son autonomie et sa compétitivité industrielle. Donc, c'est essentiel, puisque dans tous les cas, la ZLCAF est là pour rester. Cela va permettre une intégration régionale avec les 54 pays, facilite la collaboration et l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques, va assurer le développement des capacités industrielles, va renforcer l'autonomie et la compétitivité sur le continent, va nous permettre, nous, de réduire notre dépendance de l'extérieur aussi. Parce que n'oublions pas que plus de 90% des matières premières ou alors des produits finis sont importés de l'extérieur, du moins pour les pharmaceutiques. Donc, et ça, c'est ce que nous voulons réduire. Donc, c'est essentiel de se l'approprier
de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les avantages qu'on peut tirer donc de cette zone de libre-échange pour pouvoir développer notre secteur pharmaceutique. C'est vrai, il n'y a pas que ça, il y a d'autres phénomènes, l'investissement, la formation, l'éducation, etc., qu'on a discuté tout au long. Mais le point essentiel, c'est que c'est un avantage concurrentiel énorme et que nous devons tirer profit donc, de cette zone de libre-échange-là. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et ça me fait réellement plaisir d'aller de l'avant avec ça et que je vous dis merci. Merci pour votre fidélité et merci pour nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, on se dit bonne fin de journée ou bon début de journée pour les autres et puis à la semaine prochaine. Merci. Ciao.